système nerveux central. Et donc on va axer surtout sur l'anatomie du système nerveux central. Alors, il faut savoir que le système nerveux est constitué de deux parties, système nerveux central, système nerveux périphérique. Dans le système nerveux périphérique, on a le système nerveux autonome qui contrôle les fonctions neurovégétatives et le système nerveux somatique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le système nerveux central. Bon, là, vous voyez que le système nerveux central, il est constitué du cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Alors, cerveau, cervelet et tronc cérébral, c'est l'encéphale. L'encéphale, c'est pas les hémisphères cérébraux. L'encéphale, c'est les hémisphères cérébraux, plus le cervelet, plus le tronc cérébral. Tout ça, donc, c'est l'encéphale. Et vous avez donc l'encéphale qui est situé dans la boîte crânienne, et vous avez la moelle épinière qui est située dans le canal rachidien. Voilà. Et donc vous avez le système nerveux périphérique, donc là, qui nous intéressera aujourd'hui. Alors, on commence de haut en bas. Et donc on va commencer par l'encéphale. On va commencer par les hémisphères cérébraux. Alors vous savez que les hémisphères cérébraux, ils sont divisés en lobes. Alors vous avez le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Donc chaque lobe est séparé de l'autre par des sillons. Et chaque lobe est lui-même divisé en circonvolution par ces petits sillons. D'accord? Donc le lobe frontal, il est séparé du lobe pariétal par la scission de Rolando. Le lobe pariétal est séparé du lobe occipital par le sillon perpendiculaire. Et vous avez ces lobes-là qui sont séparés du lobe temporal par la grande scission de Sylvius. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de l'aspect extérieur. Là, c'est une coupe, on voit l'intérieur du cerveau. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? Pardon. Alors, vous voyez ici, bien sûr, le parenchyme cérébral. On voit ici le corps calleux. Le corps calleux qui est une des structures qui permet de coller les deux hémisphères, en fait, les deux hémisphères cérébraux, le corps calleux. Et vous avez ici le ventricule, le troisième ventricule, qui est en relation avec le quatrième ventricule. C'est là où circule le liquide céphalorachidien, le cervelet et le tronc cérébral. Voilà, là c'est une coupe interne. Là c'est la face inférieure du cerveau. La face inférieure du cerveau, où on voit bien sûr les hémisphères cérébraux. Là c'est le lobe temporal. Là, le bulbe olfactif, donc responsable de l'olfaction. Là, ce sont les deux nerfs optiques qui vont les fibres des nerfs optiques vont s'entrecroiser au niveau du chiasma. Là, vous avez une coupe au niveau du tronc cérébral. Voilà la face inférieure donc du cerveau. Là, ce sont les structures qui permettent de, si vous voulez, coller les deux hémisphères. En fait, il y a des informations qui passent entre les deux hémisphères. Et s'il n'y avait pas ces structures, on va avoir des signes cliniques. C'est ce qu'on appelle le syndrome de déconnexion. Il faut qu'il y ait connexion entre les deux hémisphères. Il faut qu'il y ait des informations qui passent entre les deux hémisphères. Sinon, on va avoir ce syndrome donc, de déconnexion cérébrale. Et voilà, ces structures-là, ce sont les commissures interhémisphériques. Et le fameux donc, corps calleux, le fornix, etc. Donc, ce sont des structures qui permettent de coller les deux hémisphères. Là, c'est une coupe donc à l'intérieur, si vous voulez, du cerveau. Qu'est-ce qu'on a? L'intérieur, la morphologie interne. Et là, on va voir que le cerveau est constitué du cortex, qui est la substance grise, qui est externe, et la substance blanche à l'intérieur. Et à l'intérieur de la substance blanche, on a de la substance grise, si vous voulez, sous forme de petits noyaux, de formations qu'on appelle les noyaux gris de la base. Voilà, les noyaux gris, alors vous avez le noyau codé, vous avez le noyau monticulaire, etc. Donc le thalamus. Et donc tout ça, ce sont des formations grises à l'intérieur de la substance, de la substance blanche. Ce sont les noyaux gris de la base. Alors là, vous avez tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était
si vous voulez, l'anatomie, la division anatomique du cerveau. Et là, il y a un médecin, enfin un neurologue, un neurophysiologiste, M. Brodmann, qui a divisé en fait le cerveau en aires, surface fonctionnelle. Tout à l'heure, on a vu, si vous voulez, la division anatomique, lobe frontal, temporal, etc. Et là, c'est une division fonctionnelle, c'est-à-dire si vous prenez par exemple le lobe frontal il est responsable surtout des fonctions psychiatriques et de la motricité, mais le lobe frontal est lui-même divisé, si vous voulez, en aires, et chaque aire, chaque surface, elle est responsable de, par exemple, la motricité d'une région. Par exemple, si vous prenez cette aire-là, l'aire 8, elle est responsable de la motricité de l'œil. Une autre aire est responsable de la motricité du membre supérieur, etc. Donc, M. Brodmann a divisé, Dr Brodmann a divisé le cerveau en les aires fonctionnelles de Brodmann. Voilà. Alors, en descendant, quand on a vu le cerveau, surtout, si vous voulez, ses aspects, en descendant un petit peu, on va trouver donc le tronc cérébral. Le tronc cérébral, et donc vous voyez qu'il est surplombé du cervelet. Le tronc cérébral qui est constitué de 3 parties. Vous avez le pédoncule cérébral, et appelé aussi mésencéphale, la protubérance appelée aussi le pont de parole, et vous avez la moelle allongée ou le bulbe rachidien. Donc pédoncule, protubérance, bulbe rachidien. Voilà. Et au-dessus, si vous voulez, il y a le cervelet qui surplombe, qui est au-dessus, et qui, entre les deux, il y a le 4e ventricule, qui est une cavité où circule le liquide céphalorachidien. Et cette cavité, bien sûr, elle est en continuité en bas avec le canal de l'épentine, qui est situé donc dans la moelle épinière. Donc, et en haut, il est en continuité avec le 3e ventricule et les ventricules latéraux qui sont situés à l'intérieur du cerveau. Alors, entre les deux hémisphères, il y a le 3e ventricule et les hémisphères sont creusés comme ça de cavités qu'on appelle les ventricules latéraux. Et tout ça communique, toutes ces cavités communiquent les unes avec les autres et c'est là où circule le liquide céphalorachidien. Alors là, on voit ce qui est un peu, si vous voulez, important dans le tronc cérébral, c'est surtout les paires crâniennes. Les paires crâniennes, l'émergence, si vous voulez, les noyaux des nerfs crâniens, avec l'émergence des nerfs crâniens. Et vous voyez ici, à part le nerf olfactif et le nerf optique, tous les autres, donc, partent, si vous voulez, du tronc cérébral. Alors ici, vous avez la 3e paire crânienne, la moteur oculaire commun, la 4e paire crânienne, etc., la 7e, etc. Et donc, il y a des paires crâniennes du tronc cérébral. C'est important de connaître, si vous voulez, l'émergence des nerfs crâniens. Pour après, si vous avez des signes cliniques, là, on va savoir la topographie. Par exemple, si on a un ptosis avec un strabisme divergent, là on sait que c'est le 3 qui est touché. Donc si c'est le 3 qui est touché, donc si on veut retrouver la topographie, si c'est le 3 qui est touché, le 3 il part, si vous voulez, du pédoncule et donc on a une atteinte pédonculaire. Donc c'est pour retrouver la topographie. C'est surtout pour ça qu'il faut connaître c'est-à-dire l'endroit d'où émergent ces nerfs crâniens. Alors là, c'est une coupe à l'intérieur du tronc cérébral et on voit les noyaux des nerfs crâniens. Les noyaux des nerfs crâniens, on voit aussi, et vous savez que, comme au niveau des hémisphères cérébraux, là aussi on a des noyaux comme pour les hémisphères cérébraux. Alors là, donc, on a vu le tronc cérébral, donc on va voir le cervelet. Le cervelet, vous l'avez vu tout à l'heure, il surplombe le tronc cérébral. Et donc le cervelet, il est constitué de, si vous voulez, 3 parties, les hémisphères cérébelleux, et entre les deux, vous avez le vernis cérébelleux et les hémisphères cérébelleux. Là, c'est une coupe, si vous voulez, ventrale du cervelet. C'est pour vous montrer que le cervelet
plombe le tronc cérébral, en fait, il est collé au tronc cérébral par quoi? Il est collé au pédoncule. Cérébral par les pédoncules cérébelleux supérieurs, à la protubérance par les pédoncules cérébelleux moyens et au bulbe rachidien par le pédoncule cérébelleux inférieur. Donc il y a des pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens, inférieurs qui vont coller le cervelet au tronc cérébral. Là, on voit l'intérieur du cervelet. Eh ben, c'est comme le cerveau en fait. D'ailleurs, le cervelet, il est dit parfois le petit cerveau. Alors vous voyez la substance grise au niveau du cervelet, la substance blanche et des formations de substances grises, des noyaux, si vous voulez, à l'intérieur de la substance blanche du cervelet. Bon, là, c'est pour vous montrer qu'il y a des faisceaux qui partent de la moelle et qui vont pour amener des informations vers le cervelet et vice-versa. Alors, donc on a vu les hémisphères cérébraux, on a vu le tronc cérébral et le cervelet, donc on a vu l'encéphale. Maintenant, on va voir la moelle épinière. La moelle épinière, elle s'étend de la deuxième vertèbre cervicale jusqu'à la deuxième vertèbre lombaire. Donc elle est recouverte, elle est située à l'intérieur donc de méninges, elle est recouverte par des enveloppes, les méninges. Et vous voyez que les méninges descendent plus bas jusqu'au niveau de la deuxième sacrée, d'accord? Descendent plus bas, et donc là, ça nous permet justement de faire la ponction lombaire dans ce sac dural sans toucher la moelle épinière. Et c'est pour ça qu'on fait toujours la ponction lombaire plus bas que L2, pour ne pas toucher la moelle épinière. Voilà, on retire du LCR d'ici, donc sans pour toucher la moelle épinière. Là, c'est une coupe donc transversale de la moelle épinière. Et qu'est-ce qu'on va voir? La substance grise, contrairement au cerveau et au cervelet, dans la moelle épinière, c'est l'inverse. La substance grise, elle est à l'intérieur et la substance blanche à l'extérieur. Donc, vous voyez, la substance grise, elle est dite grise parce qu'il y a des corps cellulaires, donc, qui sont à l'intérieur. Et les corps cellulaires, ils comprennent les noyaux, etc. Enfin, toutes les inclusions cytoplasmiques qui donnent cette couleur, donc, à la substance grise. Et la substance blanche, donc la substance blanche, elle est blanche parce que c'est la myéline, c'est des fibres pour la plupart. Il y a des fibres non myélinisées, il y a des fibres myélinisées, mais pour la plupart elles sont myélinisées. Donc ça donne cette couleur blanche donc à la substance blanche, tout simplement. Donc là, la substance grise avec la corne antérieure qui est motrice, la corne postérieure qui est sensitive, et il y a une petite corne ici, vous voyez, la corne latérale qui est végétative. D'accord? Donc, et la substance blanche, alors la substance grise, je vous ai dit, c'est là où se situent les corps cellulaires des neurones. La substance blanche, c'est les faisceaux. C'est les faisceaux ascendants qui sont sensitifs, qui partent de la périphérie et vont montent le long de la moelle épinière jusqu'au niveau du cerveau. Et les faisceaux descendants, c'est le faisceau moteur. C'est le faisceau moteur qui part, lui, du cortex et qui descend jusqu'au niveau de la périphérie. Voilà. Alors là, ça c'est... Vous savez que la moelle épinière, en fait, elle est coupée comme ça en étages. C'est des étages, qu'on appelle les métamères. Et à chaque étage, on a ça. On a, regardez, le nerf sensitif. Le nerf sensitif, lui, il vient de la périphérie. Il ramène, si vous voulez, l'influx nerveux, l'information de la périphérie. Le nerf sensitif, on le reconnaît à son corps cellulaire qui est situé dans les ganglions rachidiens, dans le ganglion rachidien. Voilà. Donc le nerf sensitif, il vient là, son corps cellulaire, il est là. Donc, et son axone, il vient et il va s'arrêter donc au niveau de la corne postérieure qui est sensitive. Et là, il va faire relais avec le nerf moteur, le premier neurone moteur, ce qu'on appelle le motoneurone. Donc, dans le corps cellulaire, il est situé au niveau de la corne antérieure de la moelle. D'accord? Et l'influx, donc, il vient comme ça. L'information passe dans le neurone moteur et qui va aller donc en périphérie. Voilà. Si vous voulez, à chaque étage, ce qu'il y a au niveau de notre moelle épinière. Maintenant, on va voir ces faisceaux. Je vous ai dit qu'il y avait des faisceaux ascendants et des faisceaux descendants. Donc,
les faisceaux ascendants, c'est des faisceaux sensitifs. Ils ramènent l'information sensitive jusqu'au niveau, donc, haut, jusqu'au niveau cérébral haut. Alors, les faisceaux ascendants, il suffit de toucher pour que... Donc, les faisceaux ascendants, ils conduisent la sensibilité profonde et la sensibilité superficielle. Les faisceaux qui conduisent la sensibilité profonde, on appelle ça soit les cordons postérieurs ou bien le faisceau lemniscal. C'est les faisceaux qui conduisent la sensibilité profonde. Donc, regardez leur trajet. Et rappelez-vous bien de ce trajet. Hein. Alors, le faisceau lemniscal, il y a le premier neurone qui vient, le neurone sensitif qui vient de la périphérie. Regardez bien. Et il fait son corps cellulaire. Il est là, il entre. Dès qu'il entre au niveau de la moelle, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte directement. Ce premier neurone, hein, il remonte directement. Il remonte directement le long de la moelle épinière jusqu'au niveau du bulbe. Au niveau du bulbe, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire relais avec le deuxième neurone du système lemniscal. Et ce deuxième neurone, il traverse la ligne médiane au niveau du bulbe, ce qu'on appelle la décussation. C'est-à-dire il va traverser donc cette ligne médiane et il va remonter lui aussi, remonter jusqu'au niveau du thalamus. Il faut savoir que le thalamus, c'est pour, si vous voulez, la discrimination des différentes sensibilités. Toutes les sensibilités passent par le thalamus. Alors, donc le deuxième neurone, il a traversé la ligne médiane au niveau bulbaire. Et il remonte jusqu'au niveau du thalamus. Là, il va faire relais avec le troisième neurone, donc sensitif, qui lui va se projeter sur le cortex cérébral responsable donc de la sensibilité propre. Voilà. Donc c'est tout ça comme ça. Donc le premier neurone, il monte et il entre. Il ne fait rien du tout, remonte directement jusqu'au niveau bulbaire. Il fait relais avec le deuxième neurone. Le deuxième neurone traverse la ligne médiane. Il remonte jusqu'au niveau du thalamus, qui va faire relais avec le troisième neurone qui se projette sur, en fait, le lobe pariétal, c'est surtout le pariétal qui est responsable de la sensibilité. Voilà pour le système lemniscal. Il est dit aussi cordon postérieur et il conduit la sensibilité profonde. Maintenant, le système extra-lemniscal, ou le faisceau spinothalamique, qui conduit la sensibilité superficielle, c'est-à-dire au chaud, au froid et à la douleur. Donc, regardez le neurone maintenant, comment il entre, celui de la sensibilité superficielle. Alors, le premier neurone, il entre dans la moelle, et là, regardez bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait relais, il fait synapse, si vous voulez. Il fait synapse avec le deuxième neurone. Rappelez-vous tout à l'heure, le deuxième neurone, c'était au niveau bulbaire. Mais là, il se fait au niveau médulaire. Donc, dès qu'il entre, il fait synapse avec le deuxième neurone. Le deuxième neurone, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse la ligne médiane, donc au niveau médulaire. Voilà la différence avec le système lemniscal. C'est que dans la sensibilité superficielle, le deuxième neurone, il traverse au niveau médulaire. Dans la sensibilité profonde, il traverse au niveau bulbaire. Donc là, le deuxième neurone traverse en avant du canal de l'épendyle. En avant du canal de l'épendyle, il traverse donc comme ça. Et il va remonter à ce moment-là le long de la moelle épinière, du tronc cérébral. Il ne va pas s'arrêter au niveau du tronc cérébral, puisqu'il a déjà décussé au niveau médulaire. Donc il ne va pas s'arrêter, il remonte jusqu'au niveau du thalamus, qui est un passage obligé de toutes les sensibilités. Donc au niveau du thalamus, là, il va faire relais avec le troisième neurone sensitif qui, lui, va se projeter sur l'air. Oui. Est-ce que vous pouvez utiliser une flèche ou bien... Je suis en train de... Ah, ça te l'a comme ça. C'est vrai que je suis en train de... Depuis tout à l'heure. Ah, pardon. Pardon, je croyais que ça marchait, parce que là, depuis tout à l'heure, je... Alors, vous avez le premier... si vous voulez, je refais c'est très important. Hein. Alors, je parlais tout à l'heure de la sensibilité lemniscale. La sensibilité lemniscale, vous avez c'est-à-dire sensibilité lemniscale qui conduit la sensibilité profonde. D'accord? C'est le système lemniscal ou les cordons postérieurs. Le premier neurone, regardez bien, il entre. Il vient de la périphérie, il entre. Quand il entre dans la moelle, il remonte directement. D'accord?
jusqu'au niveau, il monte le long de la moelle épinière, jusqu'au niveau du bulbe, là c'est le bulbe. Il va faire relais avec le deuxième neurone sensitif. Le deuxième neurone, il va traverser, regardez, traverse ce qu'on appelle la décussation sensitive. Il a traversé la ligne médiane et il remonte le long du bulbe jusqu'au niveau du cerveau, au niveau du thalamus. Et là, il va faire relais avec le troisième neurone qui, lui, va se projeter au niveau du cortex sensitif. D'accord? Ça, donc, c'est pour la sensibilité profonde. La sensibilité superficielle, le neurone donc sensitif, il entre dans la moelle. Et là, regardez, dès qu'il entre, il fait relais avec le deuxième neurone sensitif. Le deuxième neurone, il va traverser la ligne médiane, donc au niveau médulaire. Au niveau médulaire, en avant du canal de l'épendyle, donc au niveau médulaire, puis il va remonter le long du tronc cérébral jusqu'à arriver au niveau du thalamus. Et là, il va faire relais avec le troisième neurone sensitif qui, lui, va se projeter sur le cortex sensitif. Voilà. Donc, la décussation, pour ce qui est de la sensibilité profonde, se fait au niveau bulbaire. Pour ce qui est de la sensibilité superficielle, elle se fait au niveau médulaire de la moelle. Donc ça, c'était les faisceaux ascendants. Les faisceaux ascendants, donc, qui conduisent les sensibilités. Et on a le faisceau descendant, voilà, c'est le faisceau pyramidal. Le faisceau descendant, donc les fibres vont prendre naissance au niveau du cortex moteur et elles vont se rassembler donc et vont descendre, regardez en empruntant cette région-là qu'on appelle la capsule interne. La capsule interne du cerveau, c'est cette région-là par où passe le faisceau pyramidal. Et donc il va passer par cette région, il va descendre jusqu'à arriver au niveau du bulbe. Et là, au niveau du bulbe, vous avez 90% des fibres pyramidales, 90% des fibres vont traverser la ligne médiane au niveau bulbaire, ce qu'on appelle la décussation pyramidale. Donc au niveau bulbaire. Et seulement, il y a environ 10% des fibres qui vont aller directement. Elles ne vont pas traverser au niveau bulbaire. En fait, il y a le faisceau pyramidal croisé et le faisceau pyramidal direct. Et le faisceau pyramidal croisé, c'est le plus important. Et donc, il croise au niveau bulbaire. Donc, regardez ici, le faisceau pyramidal croisé, voilà, il descend, et donc il a croisé au niveau bulbaire, il descend le long de la moelle, et à chaque métamère, à chaque étage, si vous voulez, de la moelle, qu'est-ce qu'il va donner? Des fibres. Il va s'articuler avec le premier neurone moteur. Le neurone moteur, ce qu'on appelle le motoneurone, dont le corps cellulaire est situé dans la corne antérieure et lui va partir vers la périphérie. Voilà. Donc si on a, regardez, si on a une atteinte du faisceau pyramidal, on va avoir des signes centraux. Si on a une atteinte du motoneurone ici dans la corne antérieure, on va avoir plutôt des signes périphériques. D'accord? Donc là, je voulais vous montrer, donc on a terminé un peu avec le système nerveux central, et je voulais vous montrer un peu les méninges, les enveloppes protectrices, les méninges. Et là, vous avez, bon, là c'est l'os, en blanc c'est l'os. Là, les méninges, vous savez qu'il y a trois voilà, couches. Vous avez ici la dure mère qui est, si vous voulez, collée à l'os, la dure mère. Vous avez ici la pimère qui est collée au cerveau. Et entre les deux, vous avez l'arachnoïde. D'accord? Entre la dure mère et l'arachnoïde, il y a des espaces. Il y a l'espace sous-dural. D'accord? Et entre l'arachnoïde et la pimère, il y a aussi des espaces sous-arachnoïdiens. D'accord? Et ça, si vous voulez, c'est la... Des fois, il y a des hémorragies qui se passent ici, lors des traumatismes, etc. Le fameux hématome sous-dural, etc. Voilà donc pour ce qui est... Alors, je voulais vous parler un petit peu de l'architecture, l'histologie, si vous voulez, du tissu nerveux. Alors, le tissu nerveux, il est constitué de neurones, voilà, les neurones ici. Et ces neurones sont, si vous voulez, protégés par
du tissu, un tissu protecteur qu'on appelle la glie. La glie, c'est un tissu protecteur nourricier de ces neurones. Et la glie, elle est constituée, regardez, des astrocytes, des cellules de microglie, etc. Donc c'est des cellules qui constituent un tissu de soutien de ces neurones. Alors, ici, je voulais montrer qu'il y avait plusieurs types. Là, c'est le neurone avec le corps cellulaire, à l'intérieur du corps cellulaire, donc ces inclusions cytoplasmiques, surtout le corps de Nissen, pathognomonique du neurone. Vous avez le corps cellulaire et vous avez l'axone qui est donc protégé par cette couche de myéline, qui est elle-même recouverte par la couche de cheval. Voilà. Et là, on voit les différents types de neurones qu'on peut avoir. Alors, les neurones multipolaires, qu'on voit surtout dans la moelle épinière. Le neurone pyramidal, regardez cette forme pyramidale, qu'on voit surtout dans le cortex. Et le neurone piriforme en forme de poire, etc., qu'on voit dans le cortex cérébelleux. Alors, la cellule bipolaire, et vous avez la cellule hantée, regardez, hantée, qu'on voit surtout dans le ganglion spinal, enfin la fameuse cellule sensitive. Je voulais vous parler aussi de la synapse entre les différents neurones. Il y a bien sûr cette synapse. Vous avez ce neurone-là, et le neurone donc présynaptique, le neurone postsynaptique. Donc l'influx nerveux, quand il vient, il va passer d'un neurone à l'autre en passant par cette forme synaptique. La forme synaptique, donc l'influx nerveux, il va venir, il va donc, si vous voulez, stimuler, exciter ces vésicules qui contiennent un neurotransmetteur. Les neurotransmetteurs, ça peut être de l'acétylcholine, de la noradrénaline, etc. Il va les exciter, qui vont se déverser dans la forme synaptique. Ces neurotransmetteurs vont se fixer sur des récepteurs qui sont situés dans le neurone postsynaptique, et donc elles vont faire passer l'influx nerveux qui va passer de cellule en cellule, etc. Voilà. Je vous remercie donc pour la première communication. On va vous donner quelques généralités sur la sclérose en plaques. En fait, le détail va se faire par Dr Chekol. Et donc, je vais vous donner seulement des généralités. Alors, donc la sclérose en plaques, elle a été décrite en 1868 par Charcot. Elle a été découverte plus tôt, mais sa description a été faite par Dr Charcot. Alors, c'est une maladie chronique, inflammatoire, auto-immune, démyélinisante et dégénérative. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc c'est une maladie qui est inflammatoire du système nerveux central. Auto-immune, on pense une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est notre immunité en fait qui nous attaque. C'est nos propres anticorps qui vont attaquer notre myéline. Voilà. Elle est au début démyélinisante. Au début, elle va toucher la myéline, donc atteinte de la myéline, après remyélinisation, mais à la longue, à force de démyélinisation, après à la longue, c'est carrément l'axone qui va être touché, et donc elle va être dégénérative, carrément. Donc au début, elle est démyélinisante, et plus tard, elle va être dégénérative, et elle touche le système nerveux central. Donc c'est une maladie qui affecte à peu près 2 millions de personnes dans le monde, là, si ce n'est plus. Donc c'est la maladie, si vous voulez, la plus invalidante chez le sujet jeune après les traumatismes. Donc c'est la plus invalidante. Elle touche le sujet jeune avec la fourchette entre donc, 20 et 40 ans. Elle a une nette prédominance féminine avec un sexe ratio de 3 femmes pour 1 homme. Alors, en fait, 2 événements caractérisent cette maladie. C'est la poussée et la progression. On peut avoir une poussée. La poussée, c'est soit l'apparition de nouveaux symptômes. Au cours de la poussée, on a de nouveaux symptômes. Soit la réapparition d'anciens symptômes, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait une poussée avec un symptôme, par exemple visuel, et qui est parti, et la deuxième poussée, encore réapparition de ce problème visuel. Soit
l'aggravation de ces symptômes. Ils existaient, ça a par exemple une première poussée qui a laissé des séquelles, et il y a la deuxième poussée qui a aggravé encore ces signes-là. Donc c'est soit l'apparition de nouveaux poussées, soit de nouveaux symptômes, soit la réapparition d'anciens symptômes, qui va s'installer de façon subaiguë. C'est-à-dire c'est en quelques heures, quelques jours, c'est-à-dire c'est ni chronique ni aigu. C'est subaigu, si vous voulez. Ce qu'on appelle rapidement progressif. C'est une maladie d'installation rapidement progressive, subaigu en quelques jours à quelques. Et la récupération, elle peut se faire complètement, elle peut se faire de manière incomplète. Donc ça dépend. Alors, la durée minimum, c'est 24 heures. Il y a des gens, par exemple, qui viennent nous dire je fais une poussée. Depuis 2 heures. Depuis 2 heures, là, on ne peut pas considérer ça comme une poussée. Il faut au moins 24 heures, si ce n'est plus. Donc, pour parler de poussée. Donc, parce que parfois, le malade, il peut faire une fatigue ou bien il peut, à l'occasion d'une forte chaleur, d'une fièvre, etc., il peut aggraver certains signes qu'il avait avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a poussée. La poussée, c'est des signes qui doivent durer plus de 24 heures. Donc, on peut avoir cette poussée, on peut avoir la progression, c'est-à-dire des signes qui s'aggravent, qui ne font que s'aggraver pendant une période de plus de 6 mois. À ce moment-là, on ne parle plus de poussée. Donc, on parle plutôt de progression. Voilà. Donc tout à l'heure, mon collègue va vous parler de ces différentes... Donc voilà la poussée, si vous voulez, avec la rémission. Poussée, rémission. La rémission, elle peut être complète. Regardez, il n'y a rien entre les poussées, comme elle peut être pas très complète, si vous voulez. Ça laisse un peu de séquelles. On peut avoir cette forme progressive, et entre les deux, il y a beaucoup d'autres formes qui vont être décrites donc, par mon collègue. Alors, la physiopathologie de la sclérose en plaques. Sa physiopathie, en fait, elle reste inconnue. Donc, on passe un phénomène immunopathologique. En fait, c'est un phénomène immunopathologique du système nerveux qui va cibler les antigènes de la myéline. Voilà. Donc, c'est des anticorps qui vont attaquer donc, la myéline. Alors, la CEP, c'est une maladie auto-immune. Il s'agit d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Donc, il va être caractérisé par une inflammation. On va avoir une inflammation contre la gaine de myéline. Donc, des cellules nerveuses, soit au niveau de la moelle épinière, soit au niveau de l'encéphale. Et donc, ça va se caractériser par une diminution de l'influx nerveux. La conduction donc de l'influx nerveux. Donc, on voit ici, regardez le corps cellulaire, la myéline, et vous savez, contre la myéline, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces nœuds de Ranvier, ces étranglements de Ranvier. La myéline, l'influx nerveux, quand il vient, il va, si vous voulez, sauter d'un nœud de Ranvier à l'autre. Et c'est pour ça que les fibres myélinisées conduisent l'influx nerveux plus que les fibres non myélinisées. C'est à cause de ça, l'influx nerveux, il va venir sauter. Alors, si la myéline est détruite, donc l'influx nerveux va être diminué et donc on va avoir les symptômes de la CEP. Donc on va avoir des lésions de démyélinisation, ce qu'on appelle des plaques. Les plaques de démyélinisation avec une destruction de la myéline qui est le premier donc, processus pathologique. Alors ces plaques-là, elles peuvent régresser, il va y avoir une remyélinisation, elles peuvent se scléroser carrément, donc on va avoir une destruction donc, qui va être à l'origine de signes qui vont, si vous voulez, persister. Alors il en résulte une diminution de la conduction de l'influx nerveux, et donc l'apparition de signes cliniques. Alors, il faut savoir que ces plaques, ces foyers d'immunisation sont disséminés dans plusieurs régions du système nerveux. Elles peuvent être disséminées et elles évoluent chacune à son propre compte. Donc, elles sont disséminées. C'est ce qui explique que c'est on a plusieurs signes. C'est un polymorphisme clinique.
On peut avoir par exemple une baisse de l'acuité visuelle, on peut avoir des troubles sensitifs, on peut avoir une paralysie d'un hémicorps, des deux membres inférieurs, etc. Des troubles cognitifs, on peut tout avoir, parce que ces plaques-là sont disséminées dans le système nerveux central. Voilà. Et en plus, ces plaques-là, si vous voulez, à chaque fois, il y a de nouvelles plaques. Donc, il y a la dissémination dans l'espace et la dissémination aussi dans le temps. Et c'est ce qui fait la particularité de cette maladie qui est la dissémination spatio-temporelle, dans le temps et dans l'espace. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au début c'est une simple démyélinisation, mais cette démyélinisation peut être associée à une dégénérescence axonale et donc la mort des axones, et à ce moment-là on va vers, si vous voulez, l'handicap physique. Parce que si l'axone est touché, bon, là c'est carrément, les lésions sont fixées et on va vers l'handicap. Alors, regardez ici, donc ça schématise un peu ce que je viens de dire. Voilà un axone normal avec l'influx qui part d'une cellule à l'autre. Et là, donc il y a le phénomène inflammatoire avec ces lymphocytes, ces macrophages qui vont attaquer la myélite et la détruire. Et donc l'influx, regardez, il va diminuer. Donc on va avoir apparition d'une poussée. Des signes cliniques, ça dépend de l'endroit touché et on va avoir donc une poussée. Après, il va y avoir remyélinisation, donc réparation un peu de plus ou moins complète, donc réparation. Et à la longue, ça peut toucher le corps, l'axone, et donc regardez, l'axone est complètement détruit et on va vers, si vous voulez, l'handicap. Alors pour les formes, tout à l'heure, mon collègue va... Alors l'épidémiologie de la sclérose en plaques, sa fréquence, en France, elle touche environ 70 000 à 90 000 patients. Sa fréquence est environ 3% avant l'âge de 16 ans et 0,6% après l'âge de 60 ans. Donc elle est surtout l'apanage de l'adulte jeune. Donc la moyenne d'âge de survenue de la maladie est 32 ans, vers 32 ans si vous voulez, la moyenne d'âge. Ça va de 20 à 40 ans. Bon, avant l'âge de 40 ans, c'est surtout une maladie de la femme. Il y a, si vous voulez, avec un sexe ratio de 3 femmes pour un homme. Mais après 40 ans, le sexe ratio c'est de 1, une femme pour un homme. C'est, si vous voulez, à égale fréquence. Alors, selon Kurtz, il a classé c'est-à-dire la fréquence de cette maladie en 3 régions. Vous avez une région de forte prévalence, où on a une prévalence de 30 malades pour 100 000 habitants. Elle est située au nord de l'Europe, les États-Unis, Canada, le sud de l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est des régions de haute prévalence. Donc, 30 malades pour 30 cas pour 100 000 habitants. On a une zone de moyenne prévalence qui va de 5 à 30 pour 100 000 habitants. C'est surtout le sud de l'Europe, le pourtour méditerranéen, donc l'Algérie, le sud des États-Unis, le nord d'Australie. Et vous avez une zone de faible prévalence, moins de 5 malades pour 100 000 habitants. Et là, ça se voit surtout en Asie, l'Amérique du Sud et en Afrique. Alors, la prévalence, donc, elle est de 94,7 pour 100 000 habitants en France, mais il faut savoir qu'en Algérie, des études commencent à se faire. Et on a, par exemple, une étude qui a été faite à Blida, et ils ont trouvé une prévalence dans la wilaya de 17 ou 19 cas pour 100 000 habitants, et dans la ville de Blida, c'est allé jusqu'à 39 cas pour 100 000 habitants. Donc ça place, si vous voulez, cette région-là dans une zone de haute prévalence. Carrément. Est-ce que la prévalence est en rapport par rapport aux autres pays? Si on prend par exemple les États-Unis, est-ce que la prévalence est en rapport avec la déclaration des cas ou bien si on prend l'Afrique et les États-Unis? Est-ce que c'est par rapport à la
rapport aux études, Oui. ou bien c'est comme ça. Non, c'est justement par rapport aux études. Parce qu'ils sont en avance, bien sûr, par rapport aux études. Eux, ils ont, non seulement dans chaque pays, ils ont la prévalence, mais même à l'intérieur des pays, vous avez des prévalences de chaque ville, de chaque région. Voilà. Parce qu'il y a, la fréquence générale d'un pays. Mais à l'intérieur du pays, il y a, si vous voulez, des micro-prévalences. Voilà. Et eux, quand ils vous donnent, ils font des études, ils font du pays et même des régions. Par exemple, en France, vous avez de la France entière qui est 94,7, mais vous avez aussi de l'Alsace, de Marseille, etc. Et donc voilà. Chez nous, ça commence à se faire. Les études commencent à se faire. Il y a une étude à Blida, une étude à Tlemcen, il y a l'étude de Bata qui est en train de se faire. Et donc, ça nous a fait sortir d'une zone et ça nous a fait entrer dans une autre zone. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'avait pas de chiffres. Donc, on était dans la zone de faible prévalence. Maintenant, avec les chiffres qu'on commence à avoir à Blida, à Tlemcen, on est entré dans la zone de moyenne prévalence et même pour Blida, la wilaya de Blida, de haute prévalence. Et même à Batna, de haute prévalence. Hein. Donc on va avoir les chiffres bientôt. Donc voilà, c'est comme vous dites, c'est des études, ça dépend des études. Pour la prévalence, ça dépend des études. Alors, donc, pour ce qui est de la prévalence aussi, ça dépend... Il y a un facteur important, c'est le facteur migratoire. Il faut savoir que les gens qui migrent vers un autre pays, par exemple qui vont d'un pays de faible prévalence, ils vont vers un pays de haute prévalence. S'ils partent avant l'âge de 15 ans, ils emmènent avec eux, si vous voulez, la prévalence de leur pays. C'est-à-dire, si quelqu'un migre, il va d'Algérie par exemple, en Suède. On sait que la Suède, c'est une zone de haute prévalence. Il va d'Algérie en Suède. Si en Algérie, il y a moins de chances d'avoir, si vous voulez, sclérose en plaques. Si il part avant l'âge de 15 ans, il va en Suède. Il emmène avec lui sa propre prévalence, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de risques de faire une CEP en allant en Suède. Tandis que s'il part après l'âge de 15 ans, là, il aura plus de risques de contacter une sclérose en plaques, puisqu'il va aller dans une zone de haute prévalence. Bah, pardon, c'est pas prévalence, quand il part avant 15 ans, voilà. Quand il part avant l'âge de 15 ans. Voilà. Donc quand il part avant l'âge de 15 ans, là, il a moins plus de risques plutôt de contacter une CEP. Quand il part après 15 ans, c'est-à-dire qu'il va emmener après 15 ans, il va emmener avec lui le facteur environnement de son propre pays, si vous voulez. Et donc là-bas, il a moins de chances de contacter une CEP. Je ne sais pas c'est pas clair. C'est une étude qui a été faite et qui a... donc on emmène, si vous voulez, avec nous, quand on part d'une zone à une autre, on emmène avec nous les gènes, les facteurs environnementaux, etc. Voilà. C'est une étude qui a été faite comme ça, sur des... C'est-à-dire que ça a été fait sur plusieurs âges. J'ai remarqué que c'est 7 âges qui... C'est-à-dire c'est typiquement épidémiologique. Voilà. Alors, quelles sont les étiologies? Les étiologies, en fait, on ne connaît pas d'étiologie spécifique à cette maladie. Mais on pense que, comme la plupart des maladies auto-immunes, qu'il y a l'association de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Les facteurs génétiques, donc, en fait, ce n'est pas une maladie héréditaire. Jusqu'à présent, on n'a pas conclu que c'était une maladie héréditaire, mais il y a un terrain, une susceptibilité à faire cette maladie. Et là, on a remarqué comment chez les... on a remarqué qu'il y avait plus de cas chez les vrais jumeaux que chez les faux jumeaux. Il y a ça, et en plus, il y a les gens qui ont, des familles qui ont des malades
c'est-à-dire des personnes, parents à des malades, ont plus de chances de risque, si vous voulez, de faire cette maladie que la population générale. Donc on a remarqué ça, que donc, les vrais jumeaux étaient plus atteints que les faux jumeaux, que dans une famille, s'il y a des cas de CEP, les parents avaient plus de chances, les frères et sœurs, etc., avaient plus de chances de contracter cette maladie que les autres. Et donc on a conclu qu'il y avait quelque chose, si vous voulez, de génétique, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été démontré que c'était une maladie héréditaire. Mais bon, ce qu'on a remarqué aussi, qu'il y avait des familles de sclérose en plaques. Alors là, je l'ai remarqué moi maintenant, hein, qu'il y a vraiment, c'est des noms, hein, c'est des noms vraiment où des fois on a eu une famille où il y avait 7 malades atteints de sclérose en plaques confirmés et tout. Hein. Donc, comment? Est-ce que c'est la région, elle est en cause? La région, sûrement. Alors, il y a la région et il y a la génétique. Il y a la région, bon, on voit quand même qu'il y a encore des villes où il y a beaucoup de mariages consanguins. Et l'environnement. Maintenant, il faut qu'il y ait des études sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a à Patna qui fait que, qu'est-ce qu'il y a à Blida qui fait qu'il y a beaucoup de cas. Donc là, d'où l'intérêt de faire des études de l'environnement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air? Est-ce que c'est le microclimat qui fait ça? Est-ce qu'il y a des usines qui font ça? Donc, il faut une étude de l'environnement. Alors, les facteurs environnementaux. Alors, parmi les facteurs environnementaux, on pense que le tabac, en plus de les méfaits sur la santé générale, on pense qu'il a une grande action, c'est-à-dire c'est un grand facteur de risque dans la survenue de la maladie. Alors, non seulement il accélère l'apparition de la première poussée, mais en plus, il fait rapidement passer la bonne forme, si vous voulez, la forme rémitante vers la forme progressive. Donc il a deux effets vraiment néfastes pour la sclérose en plaques. Alors le tabac, pratiquement pour beaucoup de maladies auto-immunes, elle a quand même son action. Donc on a remarqué que le manque de vitamine D d'ensoleillement, donc aurait un impact sur la même chose, l'apparition de la première poussée et la conversion de la maladie de la forme bénigne vers la forme grave. Voilà. Donc le manque de vitamine D, c'est un facteur favorisant donc de la maladie. Les vaccins. Alors les vaccins, bon, des études ont été faites, on a longtemps pensé que puisque c'est une maladie immunologique, donc il est légitime de penser quand même que les vaccins pouvaient faire apparaître ou aggraver donc la sclérose en plaques. Mais jusqu'à présent, de nombreuses études ont été faites et ils ont vraiment éliminé cette éventualité. Oui. Sauf pour le vaccin l'hépatite, il a été longtemps parlé de l'effet. Longtemps, mais oui. Exactement. Mais les dernières études l'ont un peu, c'est-à-dire ils ont enlevé, si vous voulez, cette éventualité. Il reste un peu ce qu'on appelle une petite éventualité que le virus de l'hépatite donne. Mais la haute association, si vous voulez, de santé, l'AS, recommande les vaccins d'hépatite chez l'enfant et chez l'adulte. Voilà. Mais bon, jusqu'à présent, les nouvelles études ne montrent pas, c'est-à-dire une relation entre la sclérose en plaques et la plupart des vaccins. Est-ce que c'est l'adjuvant? Est-ce que c'est un virus atténué? Si c'est un virus atténué, même s'il est atténué, il est capable de déclencher une réaction immunitaire. Juste à propos de la question sur le vaccin. Il faut comprendre que la sclérose en plaques est un désordre immunologique. Donc vous avez un problème dans votre immunité.
ce désordre immunologique chirurgical, un vaccin, un syndrome grippal, n'importe quoi qui va mobiliser le système immunologique dans un certain sens, mais vous avez déjà la prédisposition génétique qu'on appelle la susceptibilité, ce n'est pas l'hérédité, c'est beaucoup de gènes qui sont présents à la fois, se transmettent parfois au niveau d'une famille, mais ce n'est pas comme une hérédité, comme une mutation qui va avec une transmission mendélienne bien déterminée, autosomique dominante récessive. Donc vous avez une immunité qui est susceptible à réagir au moindre facteur déclenchant, y compris tous les vaccins. Donc il y a eu vraiment une polémique à propos de vaccins d'hépatite, mais il n'y a aucune preuve. C'est juste des statistiques, c'est-à-dire le sujet qui a fait ce vaccin et après est devenu malade de sclérose en plaques, il pourrait avoir autre problème, autre facteur déclenchant et la maladie va apparaître. Donc c'est un problème d'abord immunologique et avec un matériel génétique derrière qu'on appelle la prédisposition. En plus, il y a l'environnement. Tous les facteurs qui sont autour de ce malade qui portent tous ces gènes. Donc la représentation multigénomique, ce n'est pas la mutation. Si cet environnement est encore encourageant, il va faire apparaître la maladie. Hypovitaminosidose D, défaut d'ensoleillement, l'hygiène alimentaire, les habitudes alimentaires, le tabagisme, tout ça, tous les facteurs qu'on appelle environnementaux. Donc essayez de ne pas chercher une cause à la maladie, c'est multifactoriel. Plusieurs problèmes d'abord génétiques et plusieurs conditions environnementales et plusieurs facteurs déclenchants. D'accord? Voilà, je vous remercie. Déclencher une éventuelle sclérose en plaques et le virus le plus incriminé est l'Epstein-Barr virus, le bébé, qui est le plus incriminé donc, dans le déclenchement donc, de cette maladie. Alors, il y a l'hygiène aussi. Eh ben, on a remarqué que plus il y a de l'hygiène, plus il y a l'augmentation de la fréquence de cette maladie. C'est pas le contraire. Voilà, non, pas le mot, c'est vrai. Mais là, on a remarqué qu'il y avait, si vous voulez, c'est inversement proportionnel à la fréquence de la maladie, où trop d'hygiène pourrait favoriser l'émergence de toutes les maladies auto-immunes, y compris donc la sclérose en plaques. Alors, donc ça c'était les facteurs environnementaux, la génétique, les facteurs environnementaux. Alors les signes cliniques, bon, ils vont être repris par mon collègue, mais là, quels sont les modes de révélation de la maladie? Ça peut être une névrite optique, c'est un signe très très fréquent de révélation de la maladie. Une névrite optique intrapulpaire, une myélite, une paraparésie par exemple, avec troubles sensitifs, une atteinte du tronc cérébral avec atteinte de certaines pertes crâniennes. Et donc voilà des facteurs qui pourraient être les facteurs révélateurs, c'est-à-dire, si vous voulez, la première poussée. Les autres facteurs, on peut avoir une atteinte motrice, du tronc cérébral, du cervelet, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un polymorphisme clinique. Donc tous les systèmes nerveux peuvent être touchés, donc toutes les atteintes centrales peuvent se voir. Voilà. Alors le diagnostic repose surtout, en fait il n'y a pas un examen complémentaire typique à la sclérose en plaques. On va le faire, c'est la sclérose en plaques, ça n'existe pas. Mais il y a un ensemble de critères qu'il faut avoir. La dissémination temporo-spatiale, la dissémination dans le temps temporel et la dissémination spatiale, c'est-à-dire dans le temps. Une poussée, deux poussées, trois, c'est-à-dire le nombre de poussées, ça c'est la dissémination dans le temps. Spatiale, c'est une fois on a une névrite optique, une fois on a une atteinte sensitive, une fois on a une atteinte motrice, et donc ça c'est la dissémination spatiale. Donc la dissémination temporo-spatiale, c'est un critère très important donc de la salle. L'inflammation du système nerveux central, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver l'inflammation du système nerveux central? Dans le liquide céphalorachidien, donc on fait une ponction lombaire et on va chercher ce qu'on appelle les bandes oligoclonales, IgG, qui sont pathognomoniques de cette maladie, avec l'index IgG qui doit être, il y a les bandes oligoclonales et l'index IgG qu'il faut chercher
Donc si l'index est supérieur à une certaine valeur, là, on est en présence d'une inflammation du système nerveux central. Donc l'inflammation du système nerveux central se voit sur la portion lombaire, l'étude du LCA. Et encore, il faut éliminer les autres diagnostics, les autres maladies auto-immunes, parce qu'il y a d'autres maladies auto-immunes. Sériques, par exemple, la maladie de Gougeron, le syndrome 7, le lupus érythémateux disséminé, la maladie de Behçet, qui peut nous donner des signes, les mêmes signes que la CEP, au niveau, si vous voulez, au niveau de l'IRM, etc. Donc, si on a une IRM qui va nous montrer des lésions d'immunisation, ça ne veut pas dire directement que c'est la sclérose en plaques. Ça peut vouloir dire par des complications neurologiques d'une maladie du système sérique, si vous voulez. Et là, il faut les éliminer en faisant le bilan inflammatoire du sang et un bilan immunologique du sang pour éliminer les autres. Donc, dissémination temporospatiale, l'étude du LCR doit trouver l'inflammation au niveau du LCR et ne pas la trouver au niveau du sang pour pouvoir garder le diagnostic de sclérose en plaques. Alors l'échelle d'évaluation, donc tout ça, ça va être repris par mon collègue en détail. Hein. L'échelle d'évaluation, donc il faut évaluer, c'est-à-dire cette maladie, voir à quel stade est cette maladie et suivre des stades, comment elle va évoluer. Et ça, en faisant cette échelle d'évaluation qu'on utilise le plus fréquemment, c'est le DSS. En fait, il y a plusieurs échelles d'évaluation de la sclérose en plaques. Celui qui est utilisé de façon universelle partout, si vous voulez, c'est le DSS, l'Expanded Disability Status Scale. Donc, c'est pour de cut qui permet donc de nous dire à quel stade. Ça va de 0 à 10. Donc, à quel stade on est. Et le score, si vous voulez, pour scorer cette maladie. Est-ce que cette maladie est à 1, à 2, 2,5 si vous voulez, 2,5, etc. Donc, en faisant cette DSS. Alors, pour ce qui est du traitement, bien sûr, ça va être repris aussi en détail. Et donc, le traitement, en fait, il repose sur 3 types de traitements. Vous avez le traitement de la poussée. Et là, on compte sur vous pour nous décharger de ce traitement. Dorénavant, c'est les généralistes qui doivent faire le traitement de la poussée. Le malade, il ne peut pas se déplacer. Des fois, le malade, physiquement, il ne peut pas se déplacer. Il est en poussée, il ne peut pas se déplacer. En plus, des fois, ils n'ont pas, financièrement, ils n'ont pas de quoi se déplacer, tout ça. Et donc, dorénavant, j'espère que ces malades-là, il faut reconnaître la poussée et la traiter en local. Voilà. Donc, le traitement de la poussée, qui est bien sûr le bonus corticoïde. Le traitement de fond, bien sûr, si vous avez diagnostiqué une sclérose en plaques, alors il faut limiter, si vous voulez, les dégâts, ne pas la laisser évoluer et donc mettre le malade sous traitement de fond. Comme ça, le traitement de fond, qu'est-ce qui permet de diminuer les poussées, de les retarder, si vous voulez, et donc de retarder l'handicap. Voilà. Et vous avez le traitement symptomatique, parce qu'on a des symptômes, des fois, qui font partie de la maladie, des fois qui sont laissés par les poussées, les anciennes poussées. Ça laisse des séquelles, par exemple une spasticité, des troubles sphinctériens, etc. Et donc là, d'où la nécessité d'un traitement symptomatique. J'ai une spasticité, je traite ça par tel médicament. J'ai des troubles sphinctériens, des troubles sexuels, je traite par... Et ça, c'est le traitement symptomatique. Ce n'est pas le traitement de fond qui va vous régler ça. Voilà. Donc, traitement de la poussée, traitement de fond et traitement symptomatique, que va détailler bien sûr mon collègue et je vous remercie. Alors, le patient, il ne doit pas être pris en charge uniquement par le neurologue. Le patient, il doit, si vous voulez, être pris par tout ce réseau-là. C'est-à-dire, d'abord, le généraliste, le médecin généraliste, hein, le neurologue, les autres médecins spécialistes. Vous savez que dans cette maladie, on peut avoir des troubles sphinctériens, des troubles sexuels, des troubles ophtalmologiques, des troubles, d'accord. Et donc, il y a les autres médecins aussi qui entrent en jeu dans la prise en charge donc, de ce malade. Et vous avez aussi
Le kinésithérapeute, c'est très important. C'est des malades qui risquent d'avoir des séquelles motrices, etc. D'où le rôle du kinésithérapeute. C'est des malades qui, généralement, n'acceptent pas leur maladie. Ils sont anxieux, ils sont déprimés, etc. D'où le rôle du psychologue. C'est des malades qui doivent être pris en charge aussi par des infirmières pour leur apprendre à faire leurs soins, etc. Et c'est des malades qui doivent être pris en charge correctement par les services sociaux. Les services sociaux. Et aussi par les réseaux de santé. C'est-à-dire, c'est des malades qui ont besoin de médecins, d'infirmiers, de psychologues, de rééducateurs, mais aussi, par exemple, de l'association des médecins. Il doit faire partie de l'association des malades. Il doit faire partie de l'association des malades qui peut leur régler beaucoup de problèmes. Donc, si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier maillon de la chaîne, c'est le généraliste. En fait, le généraliste, il est appelé aussi médecin référent, médecin traitant, médecin de famille. Hein? Donc c'est celui qui suit le malade dans sa vie quotidienne et parfois tout au long de sa vie. Imaginez dans une petite ville où il n'y a pas de spécialistes là, c'est le généraliste qui compte. Toutes les familles vont vers ce généraliste, ils se font suivre des fois de leur enfance jusqu'à l'âge adulte chez ce généraliste. Donc ce généraliste, il connaît la vie, la propre vie, si vous voulez, de ce malade. Donc c'est très important le rôle du généraliste. Donc il va orienter vers le malade, donc ce généraliste, il va, si vous voulez, tranquilliser le malade, etc. Il va, s'il voit que c'est une maladie qui relève d'un spécialiste, eh bien il va envoyer vers le spécialiste. Alors, dans le cadre donc, de la CEP, il sera l'un des premiers proches interlocuteurs du malade. Donc, il connaît le malade et il saura l'accompagner dans tout son parcours. D'accord? Alors, donc, pour cela, le généraliste, il doit, donc, comme c'est le premier interlocuteur, il doit être capable de répondre au questionnement du malade. Le malade, il va avoir certains signes, il va s'affoler, il va aller directement, normalement, vers son généraliste, et le généraliste, il doit avoir des connaissances sur la maladie pour pouvoir lui répondre, le tranquilliser, si vous voulez lui répondre à ses interrogations. Pour cela, le généraliste, il doit avoir, si vous voulez, une capacité d'apprentissage et d'adaptation, donc pour pouvoir répondre, si vous voulez, clairement à ces malades. C'est-à-dire que le généraliste, il va prendre en charge au début ces malades, avant qu'il doit répondre, c'est-à-dire à tout son questionnement, avant, bien sûr, de l'envoyer au spécialiste. Alors, les médecins généralistes, ils doivent recevoir des informations complètes et concises qui va leur permettre donc de comprendre la pathologie. Si les généralistes doivent prendre en charge la sclérose en plaques, eh ben, ils doivent avoir une formation sur la sclérose en plaques pour pouvoir répondre donc aux interrogations de ce malade. Donc ils auront la capacité de recevoir toute cette documentation pour comprendre donc la pathologie. Et ils doivent être, quand ils recevront donc ce savoir, ils seront les premiers professionnels à décrypter la symptomatologie de la CEP et orienter donc le malade vers le spécialiste. Quand un généraliste va connaître les signes cliniques de la maladie, comment la dépister, etc., donc il va pouvoir orienter le malade vers le spécialiste pour une prise en charge précoce. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que des fois il y a des malades qui se présentent au généraliste pour des signes, ce qu'on appelle, si vous voulez, les signes silencieux de la sclérose en plaques. Il y a des signes silencieux de la sclérose en plaques. Par exemple, quelqu'un qui vous fait des simples fourmillements au niveau de la main.
des fourmillements, si vous voulez, qui lui font mal, etc., au niveau de la main. Si le généraliste ne sait pas qu'il y a des signes sensitifs dans la sclérose en plaques, il va passer à côté, il va dire, bon, c'est rien, c'est un manque de magnésium, etc., de vitamine B1, B6, etc. Il va lui donner ce traitement, et vous voyez, il passe à côté donc de la maladie, et donc de la prise en charge précoce de la maladie. C'est pour ça que je vous dis, le généraliste, il doit faire une bonne formation en ce qui concerne la sclérose en plaques, connaître les signes de la sclérose en plaques, pas les grands signes là, ça c'est clair, même les signes silencieux de la sclérose en plaques, comme ça il pourra dès le début penser à cette maladie et donc orienter le malade. Voilà. Madame, qu'est-ce qu'il fait le neurologue si on lui passe un patient qui présente juste des fourmillements? Qu'est-ce qu'il va faire de plus? Le neurologue? Oui. Il va demander un IRM. Voilà. Donc juste pour un fourmillement, il va demander un IRM. Non, ça dépend. Quelqu'un, moi je vous parle comme ça parce qu'il y a des signes silencieux de la scène, on passe à côté. Par exemple, une fatigue, des fourmillements, etc. Mais bien sûr, moi je vais recevoir quelqu'un qui fait tout ça pour le moment, je ne vais pas tout de suite lui demander une IRM. Ce n'est pas des fourmillements simples. Quelqu'un qui vous fait des fourmillements, vous pouvez mettre un traitement au début, par exemple, mettez du magnésium, de la vitaminothérapie, ça ne marche pas. À ce moment-là, voilà. Même nous, on ne va pas tout de suite demander une IRM, rien que pour des troubles sensitifs, non. C'est ce qui est important, justement. Ce qui est important, c'est que quand on a des troubles mineurs, à type, par exemple, elle a donné le bon exemple, à type de fourmillement, on a des paresthésies chez un patient. Ça semble être banal, quoique ça peut cacher une sclérose en plaques. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au fait? C'est de faire un bon examen clinique. Si je trouve un Rossolimo, je trouve un Babinski, ça y est, on a déjà 2 lésions. S'il y a un Babinski, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte pyramidale d'un côté, et il y a en plus l'atteinte sensitive. Donc il y a déjà 2 lésions cérébrales. Vous voyez? Donc on est déjà dans la dissémination dans l'espace. Il y a 2 lésions différentes. Là, on va explorer comme il se doit. D'accord? Là, quand on a un signe même subjectif qui puisse paraître banal, là, il va falloir bien faire un examen neurologique et aller dans le sens d'une sclérose en plaques ou d'une autre chose. Vous voyez? Ça veut dire qu'il ne faut pas banaliser d'un côté, mais ce n'est pas une raison pour que n'importe qui vient pour un signe banal, allez, on va faire une IRM. Non, ça ne serait pas logique du tout. D'accord? Même nous, on ne va pas directement, pour de cette paresthésie, demander une IRM, non. Voilà, c'était juste un exemple. Donc voilà. Alors, les médecins généralistes restent les professionnels les mieux placés pour, par exemple, détecter un manque de vitamine D, pour accompagner un malade dans un sevrage de tabac. Alors, maintenant que les généralistes savent que le tabac est néfaste, le manque de vitamine D peut, si vous voulez, déclencher des poussées, etc. Et donc, le généraliste, c'est pas la peine d'envoyer le malade vers le neurologue pour lui mettre la vitamine D ou pour lui dire ne prends pas dorénavant, il faut sevrage tabagique, etc. Ça, c'est au généraliste de commencer déjà à faire ça. D'accord? Et même des fois, vous savez, les malades, maintenant, ils entendent parler de la relation entre vaccin et sclérose en plaques, etc. Et donc là, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas vraiment de danger, etc. D'accord? Quand il faut se faire vacciner, pour quelqu'un qui va aller travailler, par exemple, dans un service d'infectieux, il faut bien qu'il soit vacciné pour bien qu'il va maintenant le vaccin de l'hépatite B, on le fait même quand on va aller travailler dans n'importe quelle structure. Et donc là, il faut leur expliquer que c'est pas tellement néfaste. Alors, le médecin généraliste, il doit connaître aussi les différentes thérapeutiques. C'est-à-dire, déjà pour le bolus, il n'y a pas de souci. C'est le médecin généraliste qui peut le faire. Si vraiment il y a poussé. Hein. Maintenant, pour les autres médicaments, le généraliste, il doit connaître les différents médicaments. Et il doit expliquer au malade pourquoi son neurologue a choisi tel ou tel médicament. Les indications, les effets secondaires de tel médicament. Vous savez, des fois on reçoit un malade et il nous dit pourquoi vous m'avez mis sous
cet interférent n'est pas un autre. D'accord? Donc, parce que cet interférent a ses indications, l'autre il a ses effets secondaires, etc. Et donc, déjà, le généraliste, il doit pouvoir expliquer tout ça au malade. Il doit connaître et expliquer les effets secondaires, les indications, etc. au malade. Alors, le généraliste, comme je vous ai dit, il pourra avoir encore d'autres missions vis-à-vis de la prise en charge de la sclérose en plaques. Comme par exemple le bolus. Maintenant, le bolus, il doit pouvoir se faire partout. Et plus tard, vous savez qu'à l'étranger maintenant, il y a ce qu'on appelle des programmes d'éducation thérapeutique du patient simple. C'est tout un programme d'éducation thérapeutique du patient simple. Et donc, les généralistes, peut-être que plus tard, il va avoir encore plus de missions, plus de responsabilités que le bonus. Pas seulement le bonus, il doit pouvoir faire autre chose pour ces malades-là. Alors, donc, il faut savoir que malgré le manque de formation, etc., les premiers professionnels capables de détecter cette maladie restent encore le général. Alors, il faut savoir que la symptomatologie, comme je vous ai dit, c'est très vaste, donc c'est un polymorphisme clinique. Et le médecin généraliste, il peut jouer un rôle prépondérant dans l'orientation du patient sur donc, les responsabilités de telle ou telle chose. De la maladie sur un symptôme. Par exemple, un symptôme qui apparaît à un instant T, est-ce qu'il est imputable ou pas à la sclérose en plaques? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le généraliste, il doit savoir si, par exemple, une simple fatigue, est-ce que c'est en faveur d'une poussée ou pas? D'accord? Donc vous devez connaître les signes de la poussée, la durée de la poussée, etc. pour que vous reconnaissiez la poussée. Si un malade vient vous dire « ça fait 3 ou 4 heures que j'ai une baisse d'acuité visuelle », alors qu'il a déjà fait une poussée visuelle auparavant, ça ne veut pas dire qu'il est en train de faire une poussée. Ça peut vouloir dire ce qu'on appelle le phénomène du TOF, c'est-à-dire aggravation d'une baisse d'acuité visuelle, c'est-à-dire réapparition plutôt d'une baisse d'acuité visuelle ancienne à l'occasion d'une fièvre, d'une chaleur, etc. Donc là, on doit savoir reconnaître à un instant T si tel ou tel signe appartient à la poussée ou à la maladie. Donc déjà ça, le généraliste, il doit le savoir. Voilà, donc vous voyez bien que votre rôle, il est très important dans la reconnaissance et la prise en charge de la sclérose en plaques.